Je veux absolument pas signer pour ça. C'est pas possible pour moi de signer pour ça. La France ne me manque pas. C'est extrêmement intéressant parce que je peux t'en parler pendant des heures. Prenez à boire, vraiment, du popcorn, ou mettez-moi en background et faites le ménage parce que je suis une chatbox. Ok. Merci Sarah d'être venue pour mon deuxième podcast. C'est un plaisir. On va commencer tout de suite avec ta présentation et nous dire qu'est-ce qui t'a amené en Corée. Alors, je suis Sarah, j'ai 36 ans, bientôt 37. Ouf, le nouvel an, ça fait mal. Donc, je suis un peu plus âgée que la plupart des immigrants que tu croises en Corée du Sud. C'est vrai que la tranche d'âge est quand même plus dans la vingtaine. Et plus jeune parce que tu as les opportunités pour venir, pour étudier, apprendre la langue, etc. La Corée du Sud n'existait absolument pas dans ma carte mentale du monde. Tu vois, genre je voyais le globe et je voyais le Japon, la Chine, etc. Cette petite péninsule, aucune idée. Genre vraiment, not in the map pour moi. Et en 2010, j'étais en train d'apprendre le japonais parce que années 80, Club Dorothée, toi-même tu sais, si vous êtes français, le Japon, j'étais à la première Japan Expo, tu vois. Et du coup, j'étais fascinée par le Japon, et le Japon, c'était genre le pays dans lequel j'y suis allée depuis. Et j'apprenais le japonais, et pour ça, je faisais l'immersion en écoutant la radio en ligne. Donc, j'écoutais FM Jaga, une petite radio perdue, tu vois, où c'était principalement podcast, en tout cas, principalement du talk show, et il passait un petit peu de musique, comme toute bonne radio qui se respecte quand tu l'écoutes entre 22h et minuit. Et un jour, il y avait cette petite... ils ont passé une chanson, Mr. Taxi. Ils présentaient ce groupe comme Shoujo Jitai. Et donc, moi, j'étais persuadée, vu que la chanson était en japonais, que c'était un groupe japonais. Et j'écoutais de la J-pop à l'époque. Donc, c'était pas genre Farfetch. Mais genre, je kiffais tellement ce qu'elle faisait que j'ai commencé à aller creuser. Et du coup, j'ai découvert que c'était pas du tout des japonaises. C'était des coréennes. C'était des coréennes. Et j'ai fait, oh, that's nice. Et du coup, Snowball Effect. Et du coup, je suis tombée dans Girls' Generation. Moi, j'ai commencé quand j'étais en primaire. Vraiment, j'ai découvert avec Kissing You, un peu la chanson. Voilà. Et puis, genre, toute leur discographie. Bah ouais, oui, mais évidemment, j'apprenais les danses. Mais tu vois pas, genre, Jenny, Mr. Taxi, I got... Donc, imagine en France, 2010, je découvre la K-pop, je suis déjà dans la vingtaine, hein, je travaille déjà, genre, j'écoute ça au bureau. L'alien absolu que je suis, tu vois. Mais genre, j'y fais pas plus attention que ça, mais encore une fois, Snowball Effect. Donc ça devient genre Girls' Generation, 4 Minutes, tu vois. Ça commence avec la K-pop. Kyuna, et nanana. Et du coup, après, c'était devenu genre la musique que j'écoutais 90% du temps. Et donc c'est comme ça que la Corée est arrivée sur ma map. Et j'avais ce grand projet dans ma vie de prendre une année sabbatique pour faire un tour de l'Asie. Parce que, again, ma zone de prédilection. J'avais le Japon que j'adorais, maintenant j'avais la Corée que j'aimais bien. Et la Chine, j'avais été plusieurs fois vers le travail, via le travail. Et du coup, j'avais grave envie de pouvoir visiter la Chine en tant que touriste, pas que à travers mes business trips. Et du coup, j'étais là, oh, ça va être trop bien. Et donc, ma dernière année de ma vingtaine, j'ai démissionné et je suis partie faire mon petit tour d'Asie. Et je suis restée en Corée pendant 3 mois. Parce que ma théorie, quand tu fais un tour du monde / région, les pays chers, on y reste longtemps. Pourquoi ? Parce que tu peux, du coup, voyager lentement. C'est-à-dire que si tu vas au Japon et que tu n'as qu'une semaine, tu vas vouloir prendre le Shinkansen pour faire 2 villes. Et tu vas claquer ta fortune en tickets de TGV, tu vas rester peu de temps dans des hôtels, etc. Si tu restes 3 mois, tu peux louer à long terme dans un Airbnb. Tu peux prendre le bus ou le bus de nuit. Ouais, chill, du coup, tu payes moins. Parce que tu vas payer moins en accommodation. En logement. En logement, voilà. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que je choisissais souvent une grande ville parce que je suis citadine principalement. Et donc, je reste dans une grande ville et je m'en sers comme base et je branche out pour aller ailleurs, tu vois. Et du coup, ça me permet, quand je suis venue en Corée, je me suis installée dans une share house où tu pouvais rester 3 mois minimum. Et comme tu as un 90 days visa free avec la Corée, je fais 90 days, c'est 3 mois. C'est parfait. Et donc, c'est meublé, etc. Donc, c'est ce que j'avais fait. Mon année en tour d'Asie, j'ai commencé par la Chine, j'ai fait Shanghai d'abord. Ouais. Parce que, pour plusieurs raisons, c'était le pays dans lequel j'avais été.
Bah oui, ouais. Donc, je me suis dit, oulala, pour un solo trip, je vais peut-être commencer par un pays que je connais un tout petit peu, vraiment minimum. Genre, je sais à quoi l'aéroport ressemble, tu vois. J'y suis allée plusieurs fois avec le travail. I know, tu vois. Donc, je me suis dit, plutôt que je suis pas assez courageuse, personnellement, pour me lancer dans un inconnu total. Ouais. C'est pas ma vibe. Et surtout à l'époque, mon ex y habitait. Donc, ça me réconfortait d'avoir un pays que je connaissais un minimum. J'avais déjà été à Shanghai 1 ou 2 fois. D'avoir quelqu'un que je connaissais. Et en plus, je payais pas le logement parce qu'il m'hébergeait. Donc, j'ai commencé. Et en termes de billets d'avion, Paris-Shanghai, c'était un bon deal à l'époque. Ah ouais? C'était pas un billet trop cher. Tu vois, un Paris-Tokyo, c'est cher, tu vois. Mais un Paris-Shanghai, pas trop. Donc, c'est important, again, en termes de frais. Donc, j'ai commencé par la Chine. Et Chine-Corée, c'est pas loin. Donc, j'ai fait Corée juste après. Et après, j'ai fait Corée-Bali, Bali-Singapour, Singapour-Hong Kong, Hong Kong, la Chine à nouveau, parce que t'as besoin d'un visa pour aller en Chine. L'ambassade chinoise à Hong Kong a l'habitude de donner des visas à des gens qui n'habitent pas Hong Kong pour aller en Chine. Donc c'était de la paperasse. Mais en gros, j'ai planifié mon tour d'Asie par rapport aux événements auxquels je voulais aller. Et logistiquement parlant. Voilà. Ouais. Et je voulais faire le Japon pendant la période automnale, plus hiver. J'ai commencé par Kyoto et je voulais Kyoto avec les feuilles rouges, tu vois. Je peux pas me payer Hanami, je peux pas me payer les fleurs de Sakura, mais je peux me payer les fleurs rouges de Kyoto. Tu vois, en termes de tourisme, c'est la deuxième saison la plus chère. Et du coup, j'étais là, j'ai fait ça. Et je voulais aller sur l'hiver au Japon parce que c'était ma première fois où j'allais pouvoir voir beaucoup de neige puisque j'ai fait Sapporo, j'ai fait le nord pendant Christmas. Et en tant que Parisienne, la neige, c'est pas un truc que je connais. Et en tant que fille de l'immigration, les vacances au ski, c'était pas dans mon background. Moi, je connais pas ça, tu vois. Donc, j'ai, pour la première fois de ma vie, vu beaucoup de neige quand je suis allée au Japon. En 2017. Ça a dû être super. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait, tu sais, de la neige qui t'arrive aux genoux, je connaissais pas. Ouais. Genre, moi, j'ai passé toute une journée à juste jouer dans la neige. J'ai fait un bonhomme de neige, mais j'ai fait un daruma. Parce que C'est quoi un daruma? Tu sais, les statues? Les statues rouges comme ça, avec le ventre rayé, et ils ont souvent qu'un seul œil. Ah non, c'est les statues. C'est des statues de temple, en fait, parce que quand tu en as un, que tu achètes souvent à un temple, tu dois faire un vœu, et quand le vœu s'est réexaucé, tu peux peindre le deuxième œil. Donc, ça fait partie de la culture taoïste, c'est trop bien. Et c'est parce que en japonais, snowman, c'est un daruma en neige, en fait. Il y avait une petite pente comme ça. Et donc, la meuf qui a 29 ans, elle roulait dans la pente de neige comme ça. J'étais là, j'ai des vidéos. Mais ouais, je me suis étalée, j'ai roulé comme ça dans un parc de quartier. Mais genre, le ridicule ne tue pas. J'ai aussi découvert que j'étais trop vieille pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous la neige soft, c'était de la glace. La neige, elle avait gelé. Ouais. Et c'était tellement dur. C'est dur, hein. Et donc, en gros, j'avais eu l'impression d'avoir roulé le long d'une pente sur du béton. Donc, sensation, c'est... mais je pense que c'est assez proche de se faire rouer de coups. Je pense en termes de sensation. Et c'était long, la distance sur laquelle Non, c'était peut-être une vingtaine de mètres. Donc, c'était une petite... Quand même. Mais je l'ai quand même fait 2-3 fois parce que c'était fun. Par contre, le lendemain, je me suis réveillée, j'avais des bleus partout, j'avais des bleus partout. Enfin, je me suis dit, 29 ans pour faire ça, c'était peut-être pas la bonne idée, tu vois. Première et dernière fois, au moins. Première et dernière fois. Mais du coup, j'ai fait 3 mois en Corée. Donc, avant mes 3 mois au Japon, j'ai aussi fait 3 mois au Japon parce que, again, pays riche, on reste longtemps. La seule exception, c'est Singapour. Ouais, Singapour, c'est super cher. C'est pas très grand. Mais c'est pas très grand. Donc, reste 10 jours et casse-toi. Mais du coup, j'avais vraiment adoré mon expérience en Corée. Et à la fin de mon voyage de 1 an autour d'Asie, j'ai fait 2 semaines plus court parce que il y avait plus de sous. Et aussi parce que j'étais fatiguée. À chaque fois, j'allais dans un nouveau pays. Dans un nouveau pays, je connais pas le système, je connais pas la langue, je peux pas forcément lire, surtout en Asie. Et donc, tu repars vraiment du zéro absolu. Genre, et on n'en parle pas forcément très souvent quand on voit tous les vlogueurs et les gens qui déménagent parce que ça fait un petit peu très concité, tu vois, genre, j'ai le privilège de voyager et je me plains. Et oui, ma chère, parce que c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, t'es juste fatiguée de repartir à zéro. Ah oui, c'est pas si simple que ça. Après, t'es constamment en train de chercher, constamment en train de figure it out, et ça prend physiquement, genre, trop beaucoup d'énergie. Et quand je suis rentrée, j'avais dit à mes parents, non mais je vous jure, je suis une fille normale. c'est que pour 1 an et après je rentre et je retrouverai un travail et je reprendrai un CDI et tout ira bien. Je suis restée genre 10 jours à Paris, j'ai regardé mes parents, c'est no way je reste. No way je reste.
C'est impossible pour moi de rester ici, c'est pas possible. Et c'était quoi en fait? Enfin, du coup, je me demande c'était quoi? C'était en fait, tu t'adaptais mieux limite à la culture asiatique ou tu te sentais mieux ici qu'en France? Alors, je pense qu'il y avait, c'est un cumul de choses. Déjà, j'étais pas du tout prête à retourner travailler. Ouais, ça c'est sûr. Si Paris était égal à travail, j'étais là, retourner sur un 9-18 quand tu viens de faire un an où t'as pas de, j'étais là, non. Non. Et après, il y a tous les problèmes parisiens qui me sont arrivés, genre, littéralement, ça faisait 2 jours que j'étais rentrée. Je suis allée m'acheter du pain avec ma mère. Je portais le même pull. Je m'en souviens parce que c'était avril, donc il faisait pas encore super méga chaud. Donc je portais ce pull, je portais une jupe qui m'arrivait aux genoux et je porte tout le temps des collants opaques. Donc j'avais des collants opaques. Tu pouvais pas voir 1 centimètre de ma peau. Je suis allée acheter du pain un mardi à 13h30. Genre, même pas, non pas 13h30 la fermée, à 3h30. C'est ça que je voulais dire. Le truc le plus normal. Je sors de la voiture, je marche. Et là, t'avais un groupe d'hommes de l'âge de mon père assis sur un banc et qui me font tout un tas de commentaires sur tout ce qu'ils pourraient me faire s'ils étaient plus jeunes. Et là, je me suis souvenue que ça faisait 1 an que j'avais pas vécu ça. Ouais. Et j'étais là, je veux pas. En fait, quand t'as grandi à Paris et que l'harcèlement de rue, les commentaires désobligeants, le travail où t'es pas apprécié, bon ça c'est pas propre à Paris, c'est partout dans le monde, mais voilà. La bataille, la SNCF, les RER, les RATP, tu penses que tu vas partir à 8h par le RER de 8h08, mais en fait non, parce qu'en fait il est pas là et tu vas partir par celui de 8h30 et ça sera un court et pas un long, donc on va mettre 3 fois plus de personnes parce que ça fait 3 RER qu'on n'a pas, mais dans moitié moins de wagons. Et j'étais là, non, je veux absolument pas signer pour ça. C'est pas possible pour moi de re-signer pour ça. Tu vois, ici, il y a son père qui va mettre sa main sur ma cuisse, sous ma jupe, se frotter à moi. Et quand je dis ici, je mets toute l'Asie dans la même poche. C'est-à-dire que si les gens font ça, c'est parce qu'ils veulent peut-être me dépouiller. Et encore, questionable, parce que c'est pas ce qui est le plus courant, même dans l'Asie du Sud-Est, même dans des pays qui sont économiquement plus pauvres que l'Asie de l'Est. Et en fait, quand tu grandis dans cet environnement parisien, tu te rends pas compte de cette pression que tu as constamment sur toi. De genre, quand tu marches dans la rue, tu vois un groupe d'hommes, tu dis, je vais te traverser. Ouais, en fait, c'est inconscient. C'est inconscient parce que c'est normal, tu as grandi dans cet environnement. Et quand j'ai quitté cet environnement pendant suffisamment de temps et que j'étais replongée, j'ai fait, mais même pas en rêve que je re-signe en fait. Pourquoi est-ce que je dois être... Pourquoi est-ce qu'il faut que je garde un sac en boudière, que je zippe, que je mets sur l'avant, alors que pendant tout mon voyage en 1 an, j'avais un petit sac à dos avec des poches ouvertes sur le côté dans lequel je mettais mon téléphone, mon appareil photo, etc. Jamais je me suis dit, voilà, le moment où je suis arrivée à Charles de Gaulle, ma mère, elle m'a récupérée, elle fait, Sarah, ton téléphone, faut mieux que tu le mettes devant, et peut-être que tu devrais, arrête de porter un sac à dos, etc., tu vois. Et j'étais là, ça fait 30 minutes que je suis atterrie. Quand tu étais en Asie pendant 1 an, est-ce que du coup, la France ou ton quotidien d'avant t'avait manqué? Absolument jamais. Ah, c'est vrai. Parce que, voilà, moi, je suis française d'origine portugaise. Donc, je viens d'une famille de l'immigration. Donc, par exemple, moi, j'ai pas grandi avec mes grands-parents. Mes grands-parents, c'était au Portugal. Donc, je les voyais 2 fois par an quand on rentrait l'été et quand on retournait au Portugal l'hiver pour Noël. Et ça encore, ça arrive relativement tardivement dans ma vie parce que je dirais bien les 10 premières années de ma vie, on allait au Portugal qu'1 fois par an l'été, c'est tout, tu vois. C'est plus tard qu'on a commencé à aller 2 fois par an, puis 3 fois par an. Parce que économiquement, mes parents étaient mieux, tu vois. Mais, donc en fait, moi, je sais d'où je viens, mais j'ai pas besoin d'y être pour avoir mon identité. Parce que je fais partie de l'immigration. C'est-à-dire que quand je suis née en France et j'étais élevée en France, mais on m'a pas considérée comme française. D'ailleurs, j'ai acquis la nationalité française à 17 ans. Donc, même officiellement, les 17 premières années de ma vie, j'étais juste portugaise. Et j'étais considérée comme portugaise. Au sein de ta famille, vous parliez... On parle que le portugais à la maison, parce que mon père a immigré au Portugal quand il a épousé ma mère, donc il avait déjà 24 ans. Et donc, mes parents parlent le portugais entre eux, donc moi je parle le portugais avec eux. D'accord, ok. Donc le portugais était très présent. Ah oui, j'avais la télé portugaise, on m'a inscrite à l'école portugaise en même temps que le CP, donc j'ai appris les 2 langues au même moment. Donc, par apprendre, je veux dire apprendre à écrire et à lire, parce que forcément je parle le portugais depuis la naissance, puisque c'était la langue qu'on avait à la maison. Donc pour moi, genre mon identité c'est celle d'une franco-portugaise. J'ai toujours l'habitude de dire,
70-30. 70% portugais, 30% français. Parce que ce que j'ai appris de la France, c'est bien évidemment mon éducation. J'ai été à l'école en France, mon sens critique, etc. Et je suis extrêmement reconnaissante que mes parents aient choisi d'émigrer. Parce que même si le Portugal, c'est cool maintenant, ça l'était pas dans les années 70-80. On peut pas se mentir. Puisque la dictature est tombée en 74. Donc, ah oui, d'accord. Ouais. C'est une autre ambiance. Hein, c'est une autre ambiance. C'est très rare qu'un pays se relève en 10 ans d'une dictature. Donc, je suis extrêmement reconnaissante de leur choix. Mais ce qui fait que moi, j'ai pas ce besoin vital ou ce sens de racine. T'as pas vraiment ce besoin de retourner à la source, au Portugal ou en France? Au Portugal, si. Alors, ça, c'est une grande... parce que, voilà. Et parce que mes parents, ils ont jamais considéré la France comme chez eux. Parce qu'ils ont subi bien plus de racisme que moi, parce qu'ils sont arrivés plus tôt que moi. Et mes parents, ils ont toujours considéré la France comme l'endroit où on vit, on travaille. Mais on est portugais. Genre, portugais, c'est la maison. Le Portugal, c'est la maison. C'est aussi bête que ça. Mais pour eux, rentrer au Portugal, ça veut dire voir leur famille, voir leurs parents, voir leurs frères et sœurs, voir leur famille, etc. Et du coup, comme ils nous ont élevés, moi et mon frère, dans cette idée que la France, c'est l'endroit où tu vis et que tu travailles, bah, moi, c'est ce concept-là que je continue dans ma vie. Quand j'ai vécu en Belgique pour l'université, par exemple, j'ai jamais, même si je me suis habituée à vivre en Belgique, c'était devenu genre mon chez moi, parce que c'était mon premier chez moi en tant que jeune adulte, etc. Le vrai chez moi, c'est le Portugal. C'est pas, quand je rentre en France, j'ai pas l'impression de rentrer chez moi. J'ai l'impression de rentrer quelque part où j'ai vécu longtemps, tu vois, que je connais bien, etc., et qui change. Mais ce sentiment de genre relief, je l'ai quand j'arrive au Portugal et que je vois la lumière sur Lisbonne et qu'il y a l'odeur du café et que les gens y braillent et que j'entends "Caralho, esta foda pa anda" et je suis là, yes, ça c'est la maison. Tu vois, ça. Ah, c'est marrant parce que pourtant tu n'as pas vécu sur le long terme. J'ai pas vécu sur le long terme au Portugal. Juste pendant les vacances. Juste pendant les vacances, j'ai vécu pendant 1 an au Portugal aussi, dans ma vie d'adulte. Mais j'ai jamais vécu suffisamment longtemps. Donc c'est un peu c'est le paradoxe de l'immigration, c'est-à-dire que mon attachement au pays vient de mon éducation, plus que par mon vécu personnel. Mais ce qui me permet de avoir genre ce point d'ancrage qui fait que je suis très sûre de qui je suis, malgré le fait que les Portugais me disent, pas tous, mais beaucoup me diront, je suis pas une vraie Portugaise parce que j'ai jamais vécu là-bas, que les Français me disent que je suis pas une Française parce que je viens du Portugal, et que ici, ma gueule ne passe. Alors là, clairement, là, on est sur, voilà. Mais tout ça, pour moi, c'est genre leur perception du monde qui est percutée, parce que moi, je sais qui je suis. Oui, après, donc voilà. Ça. Donc, si ils veulent me percevoir différemment, c'est leur problème, mais moi, je sais qui je suis. Et j'ai pas besoin d'y être, en fait. Parce que du coup, quand tes parents, ils t'élèvent comme le Portugal, c'est la maison, mais on n'y vit pas. Très facile de dire, voilà, je peux partir en Belgique, ça sera jamais ma vraie maison, parce que ma vraie maison c'est le Portugal, mais c'est pas un problème. Donc moi, j'ai pas de mal de pays. Parce que j'étais élevée dans ce concept où le pays, il est loin. Du coup, quand je voyage, ou même là, tu vois, la France ne me manque pas. Le Portugal me manque. Quand je rentre, je suis contente. Au début, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il me manquait pas. Et quand j'étais jeune adulte, j'étais à l'université, j'étais en Belgique, j'avais pas les moyens de rentrer au Portugal. Et du coup, je suis pas rentrée pendant 5 ans. Je te jure que la première fois que je suis rentrée après 5 ans, quand j'ai atterri, la lumière, l'odeur du café, je me suis mise à pleurer. J'ai réalisé que c'était une très mauvaise idée et que j'ai besoin de rentrer à la maison. À la maison, maximum au bout de 2 ans, tu vois, un petit peu, et genre prendre ma petite perfusion et après on repart, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, t'es 1 an ici en Asie, Paris, enfin la France ne t'a pas manqué. La France m'a pas manqué. La baguette, le fromage, mais c'est tout, quoi. Et encore, si t'es dans une grande ville comme par exemple à Séoul, tu peux trouver. Oui, c'est vrai. On a de très très bonnes boulangeries françaises. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est en bras, mais elles sont là. Le fromage est là. Comme j'ai voyagé pendant l'année de mes 29 ans, c'était juste avant mon anniversaire. J'étais ok, faut que je reparte, faut grave que je reparte. Je fais le Work Holiday Visa. C'est genre j'ai 3 semaines pour postuler, c'est après j'ai 30 ans. Pour la Corée. Non. Et c'est là que j'ai signé pour la Corée. Parce qu'en fait, encore une fois, j'étais là, ok, donc il me reste tant d'argent sur mon compte en banque. Il y a tant de pays dans lesquels on peut faire. Donc, Work Holiday Visa, t'as le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et j'avais appris, après mon expérience en Belgique, donc j'ai fait mon université en Belgique. Moi, je suis partie en Belgique en me disant, c'est la Wallonie, ça parle français, c'est littéralement un pays d'à côté, ça va aller.
Pas du tout. Je me suis pris une claque monumentale. Et j'ai pas eu le mal de pays, genre la France me manquait, mais genre l'adaptation elle s'est pas faite. Et du coup, j'avais appris de cette expérience et je me suis dit, je vais pas me lancer dans un work holiday visa de 1 an dans un pays dans lequel j'ai jamais mis les pieds. Donc les pays où j'avais jamais été, le Pérou, le Canada, l'Australie, etc. J'ai fait non, 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 non. Parmi les pays dans lesquels j'avais été, il y avait le Japon, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan. C'était mes 4 choix. Et j'étais là. Le Japon, la compétition en France pour avoir un work holiday visa au Japon, c'est astronomique. Et du coup, on était déjà en avril. Je fais, les gens qui veulent l'avoir, ce visa, ils ont déjà postulé en janvier. Ok, bon, le Japon. Malheureusement, ça va pas le faire. Hong Kong, à l'époque, le work holiday visa, il durait que 6 mois. Et j'étais là, c'est un pays trop cher. Et 6 mois, c'est pas le fun, tu vois. C'est vrai. Tu vois, voilà. Tu commences un peu. Voilà. Et donc, il me restait Taïwan et la Corée du Sud. Et donc, j'ai regardé les deux et je me suis dit, je vais aller en Corée parce que le montant de l'argent que tu avais nécessaire sur ton compte bancaire était inférieur, je crois, ou similaire à Taïwan, mais j'étais là, ok, je peux me le permettre. Et parce que comme j'étais restée 3 mois en Corée et que j'étais en share house, mes anciens collègues étaient encore là. Oui, tu connaissais déjà des gens. Donc, j'étais là, j'ai mes anciens collègues qui sont là, je sais où me loger, je connais la ville très bien parce que j'étais restée 3 mois, alors qu'à Taïwan, j'étais restée que 3 semaines. Donc, j'étais là, je connais bien mieux la Corée. Tu avais apprécié ton séjour à ce moment-là. J'avais apprécié mon séjour. Un autre facteur, c'est que j'avais appris à lire le coréen, donc je pouvais être déchiffrée. Je peux pas lire les idéogrammes chinois pour sauver ma vie. Et donc, je me suis dit, je vais avoir un début plus confortable. J'avais adoré quand j'étais restée. Ça va être sympa. Vas-y, je sign up pour ça. Donc, j'ai sign up pour le work holiday visa. Je l'ai fait. Je suis restée 1 an. Pour la culture choc et tout ça, ça a été. Tu te souviens peut-être un peu de ton ressenti? J'ai pas de culture choc à proprement parler. D'accord. J'ai des systèmes chocs. D'accord. C'est-à-dire que je vais élaborer. D'accord. En gros. C'est-à-dire que bien sûr, la culture, c'est la culture. Mais si on regarde à la culture coréenne, c'est genre le respect des personnes âgées, enfin des personnes plus âgées que toi, une grande hiérarchie, etc. Moi, je vous voyais mes grands-parents. Parce qu'au Portugal, c'est extrêmement ingrained, la culture des anciens. Donc, pour moi, ça ne me choque pas. Tu vois, il y avait déjà des voilà, retirer les chaussures avant de rentrer chez Watt, bien sûr. Chez nous, on rentrait par le garage, on retirait les chaussures dans le garage, on mettait le manteau dans le garage, et après, tu rentrais dans la maison. La porte d'entrée, c'était uniquement pour les invités. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux demander dans n'importe quelle household portugaise, soit tu passes par le garage, soit tu passes par la cave. La porte d'entrée, c'est pour Noël et Nouvel An quand tu as des invités. Waouh. Donc, en gros, il y a plein de... Culturellement, j'ai plein de choses similaires avec l'Asie, ce qui fait que je m'y sens bien. Mais par contre, il y a les systèmes qui ont été nouveaux. Des trucs tout cons comme se mettre en file indienne quand tu attends le bus. Oui. Tu vois? Ouais. Ce genre d'automatisme un peu... C'est ce genre d'automatisme qu'on n'a pas du tout en Europe. Tu vois? Ça va paraître très con, mais en Asie, le système de métro, que ce soit en Corée du Sud, au Japon, en Chine, partout, c'est des cartes magnétiques que tu recharges, façon Timoni. 2017 à Paris, à part la Navigo que tu faisais par mensuellement ou un abonnement annuel, c'était pas trop, c'était encore le ticketé quand même. Donc moi, quand je suis arrivée en Asie et que c'était ces petites cartes que tu achètes au convenience store, que tu recharges et que tu passes partout, qui fonctionnent dans tous les transports, dans n'importe quelle ville. Non, parce que ton ticketé parisien, il marchera pas dans le métro de Lyon, tu vois. C'est ça, c'était ça mes petits culture chocs. En fait, c'est des systèmes, c'est mes culture chocs de système. Le racisme existe en Corée. Je vais pas dire qu'il est non existant, mais j'ai un différent quoi. Comme je suis blanche convaincue. Je suis la crème de l'immigration. Ça c'est l'avantage, disons, d'être. On va pas se mentir. Hein. Oui, c'est la réalité. Si je venais des Philippines, j'aurais pas du tout la même. Exactement. Les blancs, disons, sont. Ah oui, ça. Privilégiés sur ce côté-là. Donc. C'est ça. Et je suis une blanche avec un passeport fort. Parce que j'avais une amie, par exemple, qui était blanche aussi, mais elle venait de Roumanie. Pas la même vibe. Ouais. Moi, j'ai une pote qui est de l'Ukraine aussi, elle a marié un Coréen. Et à chaque fois, elle doit venir avec son mari pour prouver que oui, ils sont bien mariés. Ils font pas ça parce que pour le visa ou quoi. Non, ça de n'importe d'où tu viens, c'est la règle du wife visa. Ouais, et en plus, tu sais qu'il dure que 2 ans. Pour tous les gens qui pensent qu'ils vont venir en Corée, se trouver un partenaire comme ça, ils peuvent rester, ils ont un visa. C'est pas si facile. Le family visa, quand t'es marié, c'est 2 ans, tu dois le renouveler tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, tu dois rejustifier que vous êtes toujours bien ensemble. Et si t'as des enfants, ça passe à 3. Ah ouais, à peine 1 an de plus, quoi.
Moi, avec mon work visa, c'est tous les ans. Hein. Je vois pas pourquoi je me ferais chier à me trouver un mari juste pour gagner 1 an de visa en plus, tu vois. Vous y gagnez pas beaucoup. Vous y gagnez pas beaucoup. Voilà. Non, mais il faut qu'on dise les bails au bout d'un moment. Parce que... Et ça, je pense pas que ça va changer. Enfin, je sais pas. Hein, non, c'est pas tout de suite. Parce que pour revenir à l'histoire, j'ai fait 1 an de work holiday, j'ai kiffé ma life et j'étais là, absolutely not, je veux pas retourner en France. Du coup, la dernière semaine de mon work holiday, j'ai envoyé des CV pour trouver un taf et j'ai trouvé un taf. Waouh. Voilà. Mais c'est l'histoire la plus boring du monde, hein, parce que les gens me disent, ouais, comment t'as trouvé? Bah, j'ai été sur Job Korea, j'ai pris les offres d'emploi, j'ai envoyé des CV. On m'a appelé, j'ai fait une interview, ils m'ont dit, on veut t'embaucher dans 1 an, pas maintenant, parce que là, on est en train d'ouvrir notre branche au Vietnam et quand on ouvrira la branche étrangère, tu pourras venir. Et je fais, moi, j'étais avec mon habitude de française. Oui. Le CDD qui se transforme en CDI, j'ai déjà entendu quelque chose comme ça. Donc, moi, j'étais là, yes. You guys are nice people, bye bye. Mon work holiday visa, c'est terminé. Je me suis installée au Portugal et la boîte avec qui ils m'avaient dit on voudrait bien toi, ils m'ont embauchée pour des missions dans des salons internationaux. Du coup, j'ai pu garder en contact et 6 mois après, ils sont venus avec l'offre. Ils sont là, on t'offre le CDI direct. Wow. J'ai eu direct un CDI. Après, c'est à préciser aussi que y a quand même pas mal d'expérience. J'ai que ça, ma chérie. Pour venir travailler en Corée, en règle générale, il faut avoir un niveau d'études assez élevé. Master et plus, si tu n'as pas ça, moi j'ai un BTS, s'il te plaît, ce qui équivaut à un Associate Degree of Art. C'est vraiment genre le truc le plus low que tu peux avoir, je pense, dans l'éducation supérieure. Donc moi, j'ai pas de background. Mais par contre, l'avantage, c'est que moi, j'ai fait toutes ces démarches, j'avais déjà plus de 30 ans. J'avais déjà travaillé plus de 8 ans dans mon field. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai backup avec mon expérience. Et à propos de la Corée, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a arrivé Alors moi, en Corée, la seule chose que j'ai subie, parce que encore une fois, je suis la crème de la crème, c'est j'ai été rejetée d'endroits. Sur le simple fait que je suis foreigner. D'endroits, c'est-à-dire restaurant? J'ai été rejetée d'un restaurant à Gyeongju, ce qui est étonnant parce que c'est une ville relativement touristique. Ah ouais, bah oui. Mais ouais. Non. Et ça, tu sais, parce que tu étais Ah oui, parce qu'on était un groupe de 3 blanches foreigners. Ouais. Il nous a dit non, on est plein. Il y a un groupe de 8 Coréens. Il leur a demandé s'il y avait réservation. Ils ont fait non, on vient juste d'arriver. C'est pas grave, vous pouvez rentrer. Donc 8 Coréens, ça passe, mais 3 foreigners, non. Ok, ouais. Clairement, je pense que... Je connais suffisamment de coréen parce que j'habitais déjà en Corée à l'époque. C'était pas pendant mon work holiday, donc j'avais déjà commencé à apprendre la langue. Et j'étais là. Je comprends ce que vous dites, hein. Le foutage de gueule, il est là. Tu veux pas mon argent, c'est pas mon problème. Je vais le donner à quelqu'un qui le veut, c'est pas un souci. Ça, c'est le most que j'ai eu. J'ai été rejetée de club parce que je suis foreigner. Parce qu'on a le no foreigner tag. D'accord. Donc voilà. Enfin, je précise. Parce que je suis une white foreigner, parce que j'étais dans un groupe que de foreigners, mais c'était des asiatiques les autres. Ah. Et donc c'était des Asian Americans, et tous mes amis Asian Americans sont passés. Et le gars, le bandit, fait, par contre toi non. Je fais, on fait partie du même groupe. Non, mais no foreigners. Je fais, mais eux aussi. Vous venez de valider des cartes d'identité américaines. They look Asian, but they're not Koreans. Donc voilà. Mais l'apparence joue beaucoup. Hein. L'apparence. Après, je veux dire, le délit de faciès, c'est le même partout. Hein. Oui. la discrimination et le racisme, il vient du délit de faciès. Ça commence par ça. Et puis ça commence énormément par ça. Après, en deuxièmement, ça va venir ton nom. Et après, ton accent si t'en as un. On voit vivre en Corée encore quelques années. Genre... Alors moi, là, j'ai prévu de rester jusqu'à mes 40 ans. Donc, il me reste 3 ans et demi. Parce que j'ai cette petite règle perso que chaque décennie, je prends une année sabbatique pour voyager. Ah, trop cool. Donc, je l'ai fait ma dernière année de ma vingtaine. Je vais pas la faire ma dernière année de ma trentaine parce que économiquement, c'est pas viable. Donc, ça sera ma première année de ma quarantaine. Voilà. Tu sais déjà où aller? Enfin, quel continent découvrir? Ah oui. Je vais faire van life pendant 1 an et demi, je pense, pour faire un tour d'Europe. Sauf si la guerre anéantit tout, mais c'est le plan. D'accord. 1 an et demi? Oui, parce que l'Europe, c'est grand. D'accord. Et en van, ça prend plus de temps Ça prend plus de temps. Je vais pouvoir faire tous les petits nook and crannies parce que je suis une history nerd et j'aime mes musées et j'aime mon patrimoine et j'aime mes monastères sur une bord de falaise super méga loin. Et donc, c'est pour ça que je vais faire ça en van parce que il y a beaucoup d'endroits qui sont pas accessibles en transport en commun en Europe. Ouais. Et donc, le van, c'est la meilleure solution parce que du coup, j'ai pas de logement à payer vu que c'est mon van. C'est aussi pour ça que je vais le faire à mes 40 ans parce que la vie en van, c'est assez exigeant. Et donc, je veux physiquement encore être flexible et pas avoir trop mal au dos. Je compte pas faire ça dans les vannes type grand luxe, genre où tu peux tenir debout. Moi, je compte faire ça dans un Renault Trafic.
Et encore une fois, c'est parce que plein de raisons de practicalité, il y a plein de centres-villes et de villages C'est vrai qu'ils acceptent pas les grands véhicules. Tu payes plus cher en péage, tu payes plus cher en essence, tu rentres pas dans tous les parkings. Et quand tu voyages en van, c'est ton essence qui te paye, c'est tes péages quand tu prends l'autoroute, etc. Si ton véhicule coûte plus cher de base sur ça, même en assurance, il va coûter plus cher parce qu'il est plus grand, etc. Et t'attires vachement plus l'attention. Et en tant que femme qui va retourner voyager seule dans un pays, dans une zone moins sécure que l'Asie, si je peux être un peu plus discrète, ça me va. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que tous les choix que je fais dans ma vie, je suis la number one du give up. Moi, si je suis quelque part qui est toxique, qui me va pas, je me casse. Tu vas pas te forcer. Je vais pas me forcer parce que je l'ai fait quand j'étais plus jeune et que j'étais moins mature. Je suis restée dans une boîte où je suis allée jusqu'au burn-out, tu vois. J'ai appris de ma leçon. Le taf me plaît pas, c'est pas grave, je me casse. Et après les gens ils vont dire non mais Sarah, tu peux pas, parce qu'on me le dit, hein, tu peux pas démissionner comme ça et tout. Je fais bah si. Mais comment tu vas faire? T'as un loyer? Bah tu trouves un autre travail. Oui mais mais c'est pas grave, je peux être caissière, je m'en fous. Genre moi, je n'attache aucune valeur à mon travail. D'ailleurs, quand je me suis présentée, je vous ai pas dit ce que je fais dans la vie. Tu sais, ça on me l'a dit très souvent quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est que je parle de tout un tas de trucs que je fais, de mon club de rando, de plein de trucs et tout. Et à chaque fois, mais du coup, tu fais quoi ici? Moi je bosse là, je fais ça, et tout. Et c'est tout. Mais on s'en fout de ce que je fais en fait. Ça m'intéresse pas d'en parler, donc je vais pas en parler. Parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'adore mon taf, etc. Mais moi, je fais pas partie de ces gens qui me définissent par rapport à mon taf. Mon taf est un moyen de mener la vie que je veux. Je trouve que tu apprendras bien plus de ma personnalité si tu sais que je dirige un club de randonnée, par exemple. Parce que ça prouve que j'aime aller dehors, que j'ai un peu ce côté leadership, que j'aime bien organiser. Je suis your manager friend. That's me. Je suis toujours la meuf qui arrive. Compter sur elle. Je vais arriver, je vais dire, viens, j'ai vu ça, viens, on va faire un plan et tout, et j'organise un groupe, je fais un groupe chat spécialement pour ça, etc. C'est vraiment genre, that's my vibe. Et je trouve que tu vas plus me connaître ça que si je te dis, ouais, je travaille dans la mode, tu vois. Faut se construire aussi en dehors de son travail, c'est pas se définir totalement. Voilà. De la même façon, je me suis jamais définie par rapport à mes diplômes ou par rapport à l'école dans laquelle j'étais. Moi, j'ai jamais été. Moi, je suis une HEC. Moi, je suis les étiquettes en fait. Je suis là, c'est pas moi. C'est là où je suis, mais c'est pas moi. Tu fais un temps, oui, j'étais étudiante dans telle université, j'ai appris ça, tu vois. Mais il faut pas que ça me définisse. Et ça, c'est quelque chose que t'as beaucoup, pas forcément que en Corée, mais partout. C'est genre à Sky Uni ou genre je bosse à Samsung ou genre ça c'est hyper important de montrer ton statut. Moi, j'ai toujours travaillé dans la mode et je peux te dire que quand je disais je travaille dans la mode, les gens ils sont là, oh my god, je fais prête à porter meuf, calme-toi. Je voyais comment les gens, ils m'accolaient tout un univers parce qu'ils avaient cette image et j'ai jamais aimé ça. Donc, t'as arrêté de te présenter. Du coup, je me présente pas du tout par mon travail, en fait. Parce que, it's a mean to an end. J'ai un loyer à payer, je dois manger, j'ai un chat à nourrir. Ouais, tu prends tes responsabilités pour survivre à tes besoins. Non, parce que j'aime être riche. Je vais définir riche. Pour moi, si vous pouvez manger 3 fois par jour et avoir un toit au-dessus sur votre tête, vous faites partie des 10% les plus riches de la planète. Pas besoin de m'habiller en Prada de la tête aux pieds pour être riche, en fait. C'est-à-dire que moi, je paye mon loyer, je paye ma bouffe et il me reste de l'argent à la fin du mois. Je suis même plus que riche, tu vois, parce que j'ai de l'argent à la fin du mois. Corée, donc, c'est une société qui est très capitaliste, on va dire. Et il y a beaucoup de, justement, ce genre de personnes qui sont même pas très riches ou qui peuvent même pas s'offrir des Prada souvent, mais qui veulent absolument avoir un sac Gucci ou avoir un sac Chanel. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je peux t'en parler pendant des heures. La Corée, confucianisme, pays d'Asie de l'Est ou en règle générale de toute l'Asie où on place le groupe avant ton individualisme. Et donc la façon dont tu te présentes à la société, c'est comme ça que la société va te juger toi, mais aussi tout ton groupe. Donc c'est pour ça qu'en Corée, si t'es beau, ça compte, si tu présentes bien, ça compte. Parce qu'en fait, on va te juger toi et par extension, tout ce que tu représentes. Ta famille, ton entreprise, etc. Et comme comme la société, c'est plus important que l'individu en Corée, ils ont une énorme pression pour bien représenter. Eux, ils se présentent pas que en tant que moi, Diane, en tant que Coréen, en tant que voilà. employé de telle entreprise. Et c'est quelque chose que, en tant que foreigner en Corée, tu dois probablement savoir, mais on représente littéralement tous les foreigners avec qui les Coréens vont interagir. Quand t'es dans le métro, par exemple, et que en Corée, on ne discute pas dans le métro, c'est extrêmement silencieux, etc. Si toi, t'arrives avec ton habitude de être au téléphone et raconter ta life avec ta poteau, les gens, ils vont grave mal te regarder parce que c'est pas ce qu'on fait.
Et après, ils vont dire, ah, mais les foreigners, c'est tous des malpolis. Ouais. C'est-à-dire que cet seul moment où c'est la première fois qu'ils en rencontrent un, Mm. ils vont le mettre tous dans la même catégorie. C'est comme ça que les stéréotypes, ils sont créés. Hein. Ouais, bah oui, Voilà. ça, c'est cool. Eux, en fait, les Coréens, ils s'habillent, voilà, en marque de luxe pour un peu se montrer, appartenir à une certaine parce que bon, ça, c'est aussi le syndrome ouais. nouveau riche. Donc, si tu veux, quand tu es nouveau riche, faut que tu montres que tu as de l'argent. Ouais. Old money, don't show logos. New rich, show logos. C'est la vibe. Okay. Je veux dire. Mais même si c'est pas des nouveaux riches, moi, j'ai des cousines ici, totalement 100% coréennes. Voilà, elles vivent une vie assez, enfin. Mais elles sont riches moyenne. Par rapport à leurs grands-parents. Oui, après, c'est une question. Ouais. C'est ça. Tu penses que c'est ça De la même façon que tous les Portugais qui sont immigrants, ils ont des Mercedes et qui rentrent avec leur Mercedes au pays. Ah ouais. C'est pas parce qu'on est des grands riches, tu vois. Je suis pas riche tycoon chinois, tu vois. Mais par rapport à mes grands-parents ou à mes parents mes parents par rapport à leurs parents qui sont restés au pays, oui. Ils viennent probablement d'un background où il n'y avait pas ça. Ouais. Donc c'est le manque qu'ils ont. Enfin, c'est le nouveau statut. Le meilleur exemple pour moi, c'est manger de la viande. Ouais. Ici, ils veulent manger. Enfin, la viande est égale, ça représente. Non, mais attends, si tu te resserres pas de la viande à table, mon père, il va dire non, mais on n'est pas des pauvres, tu peux te resservir. Parce que mon père ne pouvait pas avoir de la viande à table quand il mangeait quand il était jeune. Parce qu'il vient de l'extrême pauvreté, tu vois. Mais du coup, en Corée, c'est aussi pareil. C'est pareil, c'est le même concept. Dans un bon restaurant, il faut absolument manger de la viande ou du poisson, enfin quelque chose. Parce qu'on est plus pauvre. Oui, parce que ça fait pas tellement longtemps, en fait. Ça fait pas tellement longtemps. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une question de perspective. On a toujours cette image que les riches, c'est genre les incroyablement riches. Tu vois. Alors qu'ils représentent 0,quelque voilà. De la mais alors que, à une échelle plus petite, encore une fois, tes cousines, par rapport à leurs grands-parents, elles sont riches. Elles ont une éducation que leurs grands-parents n'ont jamais eue. Elles mangent ce que leurs grands-parents n'ont jamais pu manger. Du coup, toute notre génération, en fait, n'a pas grandi durant la guerre. Du coup, on a ce privilège d'avoir une bonne éducation. Moi, je sors, je mange de la viande, je bois du vin importé, je m'achète des accessoires de luxe et je montre que ma famille a réussi. Parce que tout le monde n'a pas réussi dans le boom économique. Ouais, c'est vrai. Et donc, il faut que tu te détaches de ceux qui n'ont pas réussi. Et tu le fais par des signes extérieurs de richesse. Ah, moi, j'aime pas ça du tout. Hein. C'est tellement malsain parce que c'est malsain, c'est montrer une image qui est pas vraiment. Mais c'est le capitalisme qui est là. En fait, tout ça, c'est parce qu'on vit dans le capitalisme et qu'on apporte de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Tu vois. Sur le paraître, en fait, plus que sur. Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on donne de la valeur aux possessions personnelles. Et encore une fois, quand tu viens d'un background, genre mes parents, c'est un conflit que j'ai souvent avec mes parents parce que mes parents, genre, je trouve qu'ils dépensent de l'argent d'une façon que moi, je le ferais jamais. Mais c'est parce que mes parents ont travaillé très dur pour arriver là où ils en sont. Et ils viennent d'une époque où ils n'avaient pas. Genre moi, je mange plus de la viande tous les jours, tu vois. Mais mon père, c'est impensable qu'il n'ait pas de la viande 3 fois par jour. Il fait, j'ai pas travaillé toute ma vie pour me retrouver à remanger des graines. Tu peux pas comprendre ça. Et moi, je suis là, non, mais pour ta santé, faut pas manger autant de viande rouge, pour l'environnement, etc. Et là, non, mais j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir manger de la viande. Ils ont une autre vision de... Ils ont une autre vision. Genre, quand tu viens de scarcity, tu peux pas... Et donc, c'est un conflit qui sert à rien. Genre, j'arrête. C'est encore une fois pourquoi je me sens bien aussi, je comprends aussi bien les Coréens, c'est-à-dire que c'est ce que moi j'ai vécu. Moi, chez ma grand-mère, on n'avait pas l'eau chaude. Pour avoir l'eau chaude, il fallait faire du feu dans la cheminée. T'as un système de ladle, donc c'est des tubes qui passent dans le fond de la cheminée, où l'eau d'un réservoir qui est sur le toit passe dedans, le feu va chauffer cette eau, et ça va chauffer l'eau du coup dans le réservoir, et t'as que cette quantité-là. Et du coup, tout le monde doit partager l'eau du bain. C'est des souvenirs. Moi, j'ai grandi avec ça chaque année quand je rentrais au Portugal. J'avais une chambre sous les toits, j'avais pas de Velux, j'avais une tuile transparente pour la lumière. J'ai extrêmement conscience du parcours qu'avaient mes parents et du privilège que moi j'ai eu grâce à mes parents. Parce qu'ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix d'immigrer, ils ont fait des choix de travailler plus que de mesure, etc. Ils ont fait énormément de sacrifices pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et donc, je comprends les Coréens. Et nous, on est la génération, disons, avantagée grâce à tous ces efforts-là. Voilà, et je comprends quand mon père me dit, quand j'habitais en France et que je vivais dans un petit studio, et qu'au bout de 2 ans, il fait « Non, mais ça va, faudrait que tu déménages dans quelque chose de plus grand, c'est un peu long que tu sois encore que dans un studio, tu vois. » Et j'étais là, mais j'ai pas besoin de plus grand, je vis toute seule. C'est moi qui dois faire le ménage après. T'es folle, t'es fou. Et non, mais qu'est-ce qu'on va dire les gens? Parce que, encore une fois, dans sa tête, il a fait des études, tu travailles, t'as un certain âge dans la vie, tu devrais avoir plus. On m'a charrié pour ma voiture. Ouais.
Moi, j'ai une Golf de 87. Violette, je l'adore, c'est une Golf 2. J'ai toujours pas changé de voiture. Oui, ma voiture est plus vieille que moi. Donc, faites les comptes. Elle va bientôt avoir 40 ans, ma voiture. Mon père l'a déjà regardé parce que c'est un modèle de collection maintenant et qu'on adore les vieilles voitures. Une date de bruit. Je suis allée au mariage de mon cousin. C'est pas dans ma ville, donc j'ai pris ma voiture pour y aller. Et au passage, j'ai pris d'autres de mes cousins, famille portugaise, grande famille, qui n'avaient pas le permis. Et donc, quand je arrive pour les prendre, c'est une 3 portes, ma Golf 2 de 87. Ils ont dit, mais tu peux pas aller au mariage comme ça. Je fais, comment ça? Je fais, mais tu pouvais pas, genre, emprunter la voiture de ton père. Bah, c'est lui qui roule avec. Je fais, mais on va pas se pointer au mariage en Golf. Et je fais, bah, tu peux y aller à pied si t'es pas content, en fait. Genre, ma voiture, elle roule très bien. Pourquoi? Il me fait, mais, et ils étaient là, mais tu travailles et tout. Je fais, oui. Mais pourquoi t'as pas changé de voiture depuis? Mais parce qu'elle roule. C'est vraiment un parallèle avec vraiment les Coréens aussi. Et les Coréens, moi j'ai ce genre de conversation continuellement avec les Coréens. Ils habitent dans un studio, vraiment dans un appartement microscopique. Ouais, et ils ont une Mercedes ou une... Voilà, une Tesla. Genre quand j'ai un collègue de travail qui m'a dit je viens de changer de voiture pour une Tesla, j'ai fait pourquoi t'habites? Je lui ai demandé d'abord, parce que s'il vivait en banlieue, j'aurais fait ok, tu viens peut-être en voiture. Je lui ai demandé est-ce que t'habites dans ces lieux? Il fait ah oui, bien sûr. Bah pourquoi une voiture alors? On a les meilleurs transports en commun du monde. Oui. Un, t'as pas besoin de voiture. Et deux, pourquoi prendre une aussi chère, tu vois? Mais c'est constamment, et c'est encore une fois, c'est parce que lui, probablement, sa famille n'avait pas cet argent. Et du coup, il est encore dans cette idée. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont plus riches que leurs parents ou aussi riches, ça va dépendre de quelle génération t'es. Les milléniaux sont. On est très rares, très peu d'entre nous arrivent à faire mieux que nos parents. Je pense que nous, c'est encore notre on aura du mal, hein. Voilà, on aura du mal, je ferai jamais mieux que mes parents. Pour moi, le plus important dans ma vie, c'est le temps. Parce que je le récupérerai jamais. Et je veux pas donner tout mon temps à une entreprise pour de l'argent pour m'acheter une Merco. Vraiment, ouais. Parce que quand je vais vieillir et que je serai vieille, je vais pas regarder mon passé en me disant oh là là, qu'est-ce que j'étais contente d'avoir fait toutes ces heures sup. Oh là là, cette Merco là que j'ai gardé 5 ans, que j'ai rechangé tous les 5 ans. Ah vraiment, c'était le highlight de ma vie. Said no one ever. J'adore cette prise de conscience et cette maturité, ce recul que tu as sur la vie parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont pas, vraiment. Mais je pense aussi que je l'ai parce que moi, j'ai vu mes parents se tuer à la tâche toute leur vie. Et quand je dis que moi, j'ai pas fait de vacances au ski, je vais élaborer. Dans ma famille, on fait pas de week-end. Parce que mes parents travaillaient le week-end. Genre, nos seules vacances, c'était les 3 semaines au Portugal l'été. Donc, en fait, moi, je passais du temps avec mes parents les 3 semaines qu'on était au Portugal et Noël. C'est pour ça qu'au final, pour toi, du coup, le temps, c'est vraiment hyper pour moi, c'est le temps. Et mon frère, exactement pareil. Et genre, mon père, une fois, il lui a fait une remarque et tout sur là où il en est dans sa vie, etc. Et mon père, il a dit, mais tu m'as pas vu grandir. Tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que j'aime. J'ai pas envie de faire la même chose. Et en fait, de la même façon que mes parents, ils se sont battus pour avoir ce que leurs parents ne leur ont jamais donné, du confort matériel. Et ben moi, je me bats pour ce que j'ai pas eu, à savoir du temps de qualité avec les gens que j'aime. Et avec moi-même, parce que je suis la personne que j'aime le plus au monde. Il faut que tout le monde s'aime autant que ce que moi, j'ai un ex qui m'a larguée, et en partant, il m'a dit, il y a personne qui pourra t'aimer, parce que personne n'arrivera à t'aimer plus que toi. Et je fais, mais t'as pas à être en compétition. Mais ouais, c'est ça, mais il n'y a pas assez de gens qui aiment pas, non? L'amour, c'est pas une compétition, frère. Ma mère ne m'aime pas autant que moi, je m'aime. Donc, c'est déjà perdu d'avance. Hein. C'est perdu d'avance, frère. Et en plus, ça voudrait dire que tu penses que tu vas m'aimer plus que mes propres parents même. Oublie cette idée. Mais bref. Et moi, c'est pour ça que je me bats, en fait. C'est pour ça que, genre, je mène ma vie de la façon que je veux la mener. Si je veux prendre une année sabbatique ou 2, je le fais. Je le fais en travaillant, en mettant de l'argent de côté, en organisant, parce qu'encore une fois, j'ai pas les moyens de faire ça comme ça. Donc, c'est toujours sur le long terme. C'est pour ça que je fais ça qu'une fois toutes les décennies. Mais c'est un choix que je fais. C'est parce que aussi, quand tu reviens dans le monde du travail après avoir pris 1 ou 2 ans d'année sabbatique, tu reviens avec un trou de 2 ans dans ton CV. Mais c'est mon choix, en fait. C'est ça. Et encore une fois, comme je suis pas carriériste, rien à foutre. Tant que, si je peux toujours gagner de l'argent de façon à ce que je mange, que mon chat mange, que mon chat ait chez le veto, que je puisse payer ma santé, que je puisse payer mon loyer, c'est tout ce que j'ai besoin. Quand je vais mourir, je veux repenser à tous ces moments que j'ai vécu dans ma vie. C'est ça qui compte au final, c'est pas le matériel. Voilà. C'est vraiment la dernière chose, je pense, dont tu vas regretter de ne pas avoir acheté. Exactement. Tu vois, par exemple, je rentre voir ma famille une fois par an. Donc, je suis rentrée en octobre et je suis devenue tata. Et ma nièce est née 1 mois après. Et ben moi, ni une ni deux, j'avais déjà gardé des jours de congé exprès. Tout de suite, j'ai pris un billet d'avion. Quand tu prends un billet d'avion dans un animus,
Voilà, c'est pas donné. C'est pas donné, tu vois. Mais j'avais gardé mes mails, c'est tout, j'ai fait. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, pourquoi? Je suis tata frère. Ouais. Mon frère, que j'adore, c'est la deuxième personne que j'aime le plus sur cette planète après moi, est devenu papa pour la première fois. Tu crois que je vais pas être là? Mais jamais de la vie. Je peux vivre à 25 000 kilomètres que je prendrai, quel que soit le transport, pour être là. Et je suis venue, jet lag à mort, je suis restée 5 jours, je suis repartie, but I was there. L'argent, ça, c'est vraiment un moyen. C'est un moyen pour mener la vie que je veux. Et très bon. On le dit souvent en France, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Je travaille pour vivre, je vis pas pour travailler. De la même façon que, par exemple, je suis pas attachée aux endroits auxquels je vis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je suis propriétaire d'un appartement et je l'ai acheté quand j'étais relativement jeune. Et je me souviens à l'époque, tout le monde disait, non mais Zara, comment tu peux acheter? Tu vas t'attacher à cet endroit pour toujours, tu déménageras jamais. J'habite à Séoul, frère. Mais oui, comme si t'allais habiter là. Mais oui, parce que être propriétaire dans l'image des gens, c'est genre, c'est ton chez toi, tu payes ton. Moi, dans ma tête, moi, quand les gens me disaient, mais si je veux partir, je loue et je me casse. Ou si je peux pas me permettre de louer parce que j'ai pas les moyens de payer les taxes, ça, je revends. C'est un investissement financier pour toi, en fait. C'est exactement, c'est là. J'avais besoin d'un logement. Donc, pour moi, payer un crédit ou payer un loyer, kiff bourrico, j'ai choisi de payer un crédit, tu vois. Et je me suis dit, quand je pars, je pars. Et les gens, c'était là, mais non, tu peux pas toucher. Watch me. Ça, c'est ce que vous pensez, tu vois. Oui, voilà. Que une maison doit représenter un achat. Une maison, voilà. Et je suis là, mais non. Ça se loue, ça se revend, tu t'en sépares, en fait. Et c'est comme mon appartement à Séoul, que tu connais. Mon appartement, c'était un shithole. Loyer le plus bas de la ville. Je l'adore. Je pourrais mettre des photos avant après. Non, mais franchement, ça, c'est un truc. Ok, je pourrais te trouver ça. Mais si tu veux, hein. Voilà, il y a pas de souci. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Vraiment, je l'ai refait entièrement. Je suis locataire. C'est pas mon bien. Donc j'ai investi de l'argent dedans. Je l'ai refait. J'ai refait le sol. J'ai refait les papiers peints. J'ai tout fait. Littéralement tout fait tout seul. Hein. À mon goût, tu vois. Et le nombre de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais ça, t'es que locataire. Je fais mais parce que c'est mon chez moi. Et après ils sont là, oui, mais c'est de l'argent que tu dépenses, etc. Bah l'argent il est fait pour être dépensé en fait. Que je le dépense dans un nouveau papier peint ou dans un nouveau sol, ou que je le dépense dans un cabas Acmé blanc. Et les gens diront, ouais, s'il va rester que 2-3 ans, 2-3 ans de ma vie, c'est quand même important. Bah ouais. À chaque fois que je rentre tous les soirs, ça me fait kiffer. Genre, je suis là, mon appart, il est trop cosy, je l'adore. Et tu pourras pas me rendre ça, en fait. Tu pourras pas me rendre ces moments où à chaque fois que je rentre chez moi, je suis confortable chez moi. Ça montre que tout le monde a vraiment une vision, une relation différente avec leur environnement. Et c'est tout à fait. Et je pense pas que genre ma façon à moi est supérieure à celle des autres. Elle l'est pour moi. C'est-à-dire que je pourrais pas vivre ma vie comme mes parents vivaient la leur, par exemple. Avec ce mindset, je m'en fiche de ce que les Coréens pensent. Parce que je m'en fichais de ce que les Parisiens pensaient et parce que je m'en fichais de ce que ma famille élargie en pensait. Mais tu sais, t'as ce dicton coréen, genre, ils ont un dicton en gros où genre, il faut pas être le clou qui ressort du meuble, en fait. Il faut que tout le monde soit bien aplati, etc. Mais ça aussi, et du coup, les Coréens aussi, ils adorent en fait avoir un peu leur mot à dire et donner des leçons sur la manière dont toi tu vas vivre des choses. Vivre ta vie, faire... Mais... ça, c'est un bon pendant, je trouve, personnellement, d'être un foreigner. Ils te l'appliquent pas, toi. Bah, moi, honnêtement, ma famille, genre, j'ai des tantes et des oncles. Oui, c'est ta famille, tu vois. Voilà. Mais moi, moi, j'ai pas de famille coréenne. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est je suis un 100% outsider, tu vois. Tout comme ça, elle vit pas avec sa famille, elle est pas en train de soutenir sa famille de là où elle vient. On va pas chercher à la convaincre. Donc, du coup, ils sont, dans leur tête, c'est une cause perdue. En fait. Genre, je suis enregistrée comme genre un mauvais exemple de société. Et donc, personne vient me dire. De la même façon que genre, moi, j'ai pas de commentaires sur mon poids en Corée. J'ai aucun collègue qui vient me dire, oh, Sarah, t'as grossi, tu vois. Jamais, ever. Alors que les Coréens, ils se prennent ce genre de phrases à tour de rôle. Mais c'est parce qu'en fait. Ça t'autorise, en fait, à avoir un avis. Mais moi, je fais pas partie de la société. Donc, j'ai pas besoin de les représenter eux. T'as beaucoup de Coréens qui partent vivre à l'étranger parce qu'ils en ont marre d'avoir ce carcan. Parce qu'une fois que t'es à l'étranger, tu es le outsider. Et donc, tu ne représentes pas le pays dans lequel tu es. Et donc, tout le monde te lâche les basques. Quand je rentre en France, le t'as 37 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, je l'entends. Hein. Il doit avoir un problème chez elle parce que la phrase d'une femme de plus de 30 ans, c'est libre, c'est qu'elle a un problème. On la connaît tous, tu vois. Voilà. La liberté que j'ai en Corée, malgré le racisme que je peux avoir de temps en temps, et encore, je tiens à souligner que c'est parce que je suis une blanche, donc je suis le upper panier. Quelqu'un qui a une couleur de peau différente, qui a un passeport différent que le mien, ne va pas avoir la même expérience et il faut le garder en mémoire. Ne pas oublier. Ne pas oublier. Mais c'est aussi parce que toutes mes attentes sociétales
de ma société d'origine, je les subis pas au quotidien. Mm. Quand je rentre à Noël, enfin, je rentre jamais à Noël, mais quand je rentre et qu'il y a tous ces repas familiaux et que je subis pendant 3 semaines après, cassos! Tu vois, voilà, allez, bye bye. Et ici, comme je représente pas le pays, il y a aucun Coréen qui va me les pousser. Tu vois. Alors que si j'étais restée à Paris et que je vivais encore dans mon 28 mètres carrés, mais bien sûr que je l'entendrais. Parce que je vois mes cousins l'entendre. C'est bien parti, Sarah. Ah, mais moi, je reviens. Quand je reviendrai au Portugal et c'est tout. Et encore, ça sera après mon voyage. Donc, j'aurai 44, 43 ans. Mais on est bien. On verra à ce moment-là. Je pense que là, s'il y a encore des gens de ma famille qui commencent à me casser les couilles, c'est too late. C'est les enfants de mes cousins qui seront le nouveau pied de guerre, là, tu vois. Un conseil pour bien s'adapter à la vie à Séoul. Premièrement, vous oubliez ce que c'est que la honte. Tu feras des conneries. Tu feras des conneries. Tu vas prendre la mauvaise ligne de métro, tu vas entrer par le mauvais côté, tu vas remplir le mauvais... Tu vas avoir honte. Donc, juste, apprends à vivre avec. Et deuxièmement, parce que t'as plus honte, demande. Juste demande. Demande aux autres expats, demande aux autres immigrés, ou juste demande aux Coréens qui sont là. Où est-ce que je vais acheter à manger? Comment je remplis une timonie? Est-ce que vous pouvez m'aider pour avoir... Demande. Il n'y a pas de questions connes. Genre, les poubelles, le fameux tri collectif, tu vois. Je savais pas trop comment ça fonctionne. J'ai demandé à mes colocs, et mes colocs, ils m'ont expliqué, tu vois. Parce que le quotidien ici sera quand même assez différent du quotidien que vous avez l'habitude de vivre. Quand tu bouges dans une nouvelle ville, même sans bouger à 10 000 km, il y aura des nouveaux patterns. Il y aura 10 000 choses à apprendre. L'expérience coréenne, elle est unique parce que c'est la Corée, mais elle est semblable à toute expérience d'expatriation ou de moment où tu pars de chez toi, en fait. Tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes. Comment j'ouvre un compte bancaire, comment les poubelles elles fonctionnent, comment le système des impôts fonctionne. Peu importe ce que tu affrontes, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait avant. Pour un truc tout con, mais genre, ma pièce d'identité, elle est arrivée à terme, il fallait que je la renouvelle. Bah, du coup, je demandais à un autre Portugais qui vivait ici, si ça lui est arrivé, comment on fait, etc. Ou j'aurais pu directement m'adresser à l'ambassade, tu vois. Mais bon, c'est l'ambassade, donc ils n'ont pas forcément tout le temps le temps de répondre. Mais du coup, voilà, en fait, c'est juste laisse ta honte de côté et demande aux gens. Si jamais vous voulez avoir Sarah de nouveau sur ce podcast et vous avez d'autres questions à lui poser, bah, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donnez votre avis et puis bien sûr. on prendra ça en compte. Ça marche. Merci beaucoup. Bye bye.